Le haricot d'Espagne, un légume très apprécié en Angleterre et pas tellement connu dans d'autres pays. Je pense que cela a à voir avec notre climat, ils aiment vraiment les étés humides. Ils ont besoin de chaleur, c'est certain. Donc si vous avez un été chaud et humide, waouh, c'est tout bénéfice et vous aurez une grosse récolte. On parle surtout de gousses vertes. Au Royaume-Uni, la plupart mangent ainsi leurs haricots d'Espagne. Donc ils cueillent la gousse avant qu'elle n'ait trop gonflé, ce qui rend la gousse filandreuse en fait. Mais l'autre chose que vous pouvez faire avec les haricots d'Espagne et que j'ai fait ici avec ceux-ci, c'est de les laisser pousser pour que les gousses gonflent, puis de les cueillir quand elles sont un peu jaunes, en train de brunir, puis de les écosser et de faire sécher les graines. Délicieux. Je les trempe toute la nuit puis les fais bouillir 1 heure et c'est un festin. Il existe une variété blanche appelée Sire. C'est probablement l'une des meilleures au goût. Ça, c'est César. Je vais vous montrer comment la cultiver. La méthode de culture reste la même. Peu importe la méthode que vous allez utiliser pour la récolte. Donc, on pourrait dire qu'il y a 2 méthodes de récolte différentes. Il s'agit de cueillir les gousses vertes avant qu'elles ne durcissent. Et l'autre consiste à les laisser mûrir sur la plante. Nous allons essayer de vous montrer les 2 dans cette vidéo, donc ce sera un processus assez long et le semis est rapide. Et il y a 2 principales façons de semer, soit comme je le fais ici. Ici, c'est sous abri dans la serre, plutôt que ce que je recommande habituellement. Il y a une part de risque ici, parce qu'il y a un point clé concernant les haricots d'Espagne. Ils meurent avec le gel. Point final. Donc, si vous semez trop tôt et qu'il y a une gelée tardive, c'est fini, je suis désolé, il faudra semer de nouveau. C'est une bonne raison de ne pas semer trop tôt. Et la deuxième raison est liée à cela. Si les plantes ne sont pas dans des conditions très chaudes, elles végètent, elles ne prospèrent pas, et elles deviennent alors vulnérables aux limaces. C'est en tout cas mon expérience ici. Donc, ma date habituelle de semis en extérieur est le 10 mai. C'est pour une région où la date des dernières gelées est le 15 mai. Et ce que j'ai constaté qui fonctionne bien, c'est de les mettre en terre autour du 25 mai à peu près. L'idée, c'est que c'est environ 10 jours après la date des dernières gelées, et à ce moment-là, non seulement on peut être raisonnablement sûr qu'il n'y aura plus de gel, mais on sait aussi que le temps se réchauffe davantage. Plus vous attendez, plus il y a de chaleur. Et les semis plus tardifs rattrapent souvent leur retard. Donc, on pourrait dire qu'une bonne date de semis serait le 1er juin. Cela peut être dedans ou dehors. L'extérieur est plus simple, sauf si des souris traînent. Elles raffolent de ces graines petites. Donc les souris et les limaces sont probablement les 2 principaux problèmes à surveiller. Un autre pourrait être les lapins, en fait. Ils viendront grignoter le sommet des jeunes plants de haricots d'Espagne et les cerfs mangeront les feuilles. Il y a de nombreux nuisibles potentiels. Il faut voir ce qui risque le plus de poser problème, échanger avec d'autres et voir quelles actions entreprendre. Et ce sont des plantes grimpantes, donc nous verrons à quoi elles ressemblent en poussant un peu. Et ensuite, lors de la plantation, après cela, je mettrai les tuteurs en place. Une chose à ce sujet, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre une structure en place avant de planter. Je préfère éviter, car parfois on plante et il y a des nuits froides imprévues. Vous pouvez simplement mettre un voile de protection sur les plantes pendant ce temps-là, ce que vous ne pouvez pas vraiment faire si vous avez déjà une structure et des tuteurs ou autres en place avant. Mettre des tuteurs n'abîme pas les racines quand les plantes commencent à pousser. On verra aussi cela. Donc on plante ces plants de haricots d'Espagne et on a eu une petite pause dans le tournage. Donc ceux-ci ont en fait été plantés, ceux que vous voyez ici, il y a 1 semaine, exactement il y a 1 semaine. Et dans ce plateau ici, ce sont les mêmes semis, donc les mêmes plants. Et c'est intéressant de voir à quel point ils ont plus poussé dans le module. On dirait qu'ils ont plus poussé comparé à ceux en pleine terre. Et c'est en partie parce qu'il fait plus frais ici que dans la serre. Ceux-ci sont dans la serre. Mais c'est un peu trompeur parce que ce que je vois ici, avec un peu d'expérience, je peux voir que ces plantes se sont vraiment bien établies et qu'elles sont sur le point de former leur tige principale. Et tant que le temps reste raisonnable, comme en ce moment avec des journées entre 16 et 21 degrés, c'est-à-dire dans la 60aine de degrés Fahrenheit,
il fait assez chaud pour elles. Ce n'est pas idéal, mais si ça se réchauffe, elles grimperont sur les tuteurs. On a donc mis des tuteurs et fait un tipi avec 6 tiges. Il y a un tipi ici, en fait, avec 10 tiges. Ça dépend de la largeur de votre plate-bande. Parce que l'espacement des haricots eux-mêmes ne doit pas être trop rapproché ni trop éloigné, idéalement entre 30 et 40 cm. Donc ça fait environ 30 à 40 cm. Je vais choisir 30 cm normalement parce qu'il y a pas mal d'espace tout autour. Pour les planter, vous voyez ici une motte racinaire solide, mais celle-ci me semble un peu trop développée. Ça a l'air fantastique, mais quand on plante une plante plus grande comme celle-ci, elle subit un plus grand choc de transplantation et elle met un peu plus de temps à repartir. Même si celle-ci semble plus grande maintenant, dans 2 semaines ce sera l'inverse et elle aura dépassé l'autre. Alors, c'est parti. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon plantoir. D'où l'intérêt d'utiliser des plants en motte modulaire plutôt qu'en pot, ce qui reste possible. Ce pot de 7 cm pourrait aussi servir à semer des graines. Il faut donc utiliser une truelle ou un autre outil, ce qui prend plus de temps pour creuser un trou assez grand pour le plant. Donc ce plantoir en bois, vous savez, de n'importe quel type, si vous pouvez en trouver un comme ça, c'est juste pour faire un trou, tout simplement. Et en fait, j'étais récemment en Alaska, et ce gars m'a montré son magnifique plantoir fait maison. C'était un morceau de bois flotté de peuplier, avec de petites branches sur le dessus. Il était superbe et m'a dit qu'il l'utilisait pour faire ses trous. Cela montre comment improviser. Je vais l'enfoncer profondément. Aucun souci pour enterrer cette plante jusqu'à ce niveau. Vous pourriez aller plus loin si vous le souhaitiez, mais ici, c'est suffisant. D'ailleurs, je ne vais pas laisser celle-ci ici parce que j'ai assez de plantes, mais je voulais juste vous montrer la méthode de plantation. Déposez-la dedans et l'idéal, c'est de ne pas avoir à trop la tasser parce que cela peut abîmer un peu les racines. Mais je la tasse quand même un peu juste pour m'assurer qu'elle est bien en place. Et ça suffit. Vous savez, vous pouvez remplir ce trou. Mais il va se remplir quand j'arroserai. Donc je vais arroser et je devrais l'enfoncer un peu plus parce que parfois, ce qui peut arriver, c'est que si vous avez un trou là, même si vous mettez des choses dessus, la motte racinaire peut remonter à la surface. Je ne veux surtout pas ça. Donc c'est bien en place et ce trou se remplit petit à petit. Et voilà, donc si on ignore celui-ci qui ne va plus rester là très longtemps, mais ceux-là, ils vont produire des tiges. Ah oui, je n'en ai pas encore qui le font vraiment, mais ils envoient une petite tige vers le haut et il y a un petit bout recourbé au bout. Et ça cherche, en fait ils peuvent se déplacer eux-mêmes, c'est vraiment malin. Ils peuvent sentir où se trouve le support. Et ils vont trouver, beaucoup d'entre eux trouvent dans ce cas le tuteur, ici un tuteur en bambou de 8 pieds, 2,4 mètres, quelque chose comme ça. Ils vont trouver le tuteur et grimper dessus petit à petit. S'ils ne trouvent pas le tuteur, vous les trouvez allongés par terre ici. Soulevez-la doucement et enroulez-la un peu autour du tuteur. De préférence pas un jour de vent, sinon ça s'envole. Mais si vous avez quelques heures sans vent, elle va alors s'accrocher au support. Et à partir de là, côté culture, il n'y a plus grand-chose à faire, à part arroser et désherber normalement. Je ne vais plus les arroser maintenant. Elles ont été arrosées au moment de la plantation. Il faisait très sec lors de la plantation. Maintenant, elles n'ont plus besoin d'eau pendant au moins 1 mois, je dirais, jusqu'à ce que vous voyiez des fleurs. Donc, on reviendra probablement ici quand elles seront en fleurs et on reprendra à partir de là. Nous revoilà un peu plus tard. Elles poussent tellement vite, elles aiment vraiment les journées chaudes. Nous avons eu une température moyenne de 23 degrés, 73 Fahrenheit, ces 6 dernières semaines. Pour nous, il fait chaud, mais c'est idéal pour elles. Elles n'aiment ni la chaleur excessive, ni la sécheresse. Il a fait très sec, donc nous avons arrosé. Et une façon d'arroser celle-ci, au lieu de rester ici avec un tuyau pendant longtemps, c'est simplement de mettre le tuyau au milieu du tipi et de laisser l'eau s'infiltrer, de laisser couler l'eau pendant 3 ou 4 minutes. C'est ce genre d'idée. Et puis, on dit parfois que le pollen ne prend pas par temps très chaud.
Je pense que c'est plutôt dû au manque d'humidité à la base, parce que je ne les ai jamais aspergées exprès malgré toute la chaleur sèche qu'on a eue, et elles forment quand même bien leurs gousses. Vous pouvez voir de petites fèves apparaître, et si on regarde plus bas, c'est là que se trouvent les fèves plus mûres. Maintenant, si vous vouliez les manger en gousses, une gousse comme celle-ci commencerait à devenir un peu fibreuse. Elle est encore comestible, mais ne la laissez pas trop longtemps après avoir senti les fèves gonfler dans la gousse. Donc, quand les gens disent ou quand nous disons que nous mangeons des haricots d'Espagne ou des haricots à rames ou peu importe, quelle partie mangez-vous? Ce n'est généralement pas précisé. Au Royaume-Uni, la plupart des gens mangent les gousses. Donc, c'est ce qu'ils appelleraient un haricot d'Espagne, comme nous les appelons, et c'est l'aliment habituel. Mais ce que je fais ici, c'est que, comme j'apprécie vraiment les véritables haricots à l'intérieur des gousses, je vais les laisser mûrir plus longtemps. Il y en a un peu plus vieux qui commence à devenir visiblement plus gonflé. Et les haricots à l'intérieur de ces gousses deviennent en fait assez gros, comme des haricots de Lima, même si ce sont des haricots grimpants du genre Phaseolus. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons cela et attendrez que les gousses jaunissent. Voici vos options. Cependant, si vous décidez de les cueillir maintenant quand elles sont encore vertes, cela réduira votre récolte de haricots secs plus tard, en partie parce que cela laisse moins de temps à la plante. De toute façon, dans ce climat, il leur faut pas mal de temps pour passer de la gousse gonflée à la gousse mûre avec des haricots suffisamment secs pour être récoltés. Donc en fait, je ne les cueille tout simplement pas du tout. Nous mangeons des haricots verts nains. Regardez la vidéo, je les trouve plus faciles à cultiver et rapides. Ils produisent moins longtemps, mais on peut faire 2 ou 3 plantations l'été. Et vous pouvez facilement comprendre les espacements ici. Peut-être que vous pouvez voir que j'ai laissé assez d'espace entre les tipis pour qu'on puisse marcher entre eux si on le souhaite. En général, ces plantes s'enracinent assez loin autour. Donc ce n'est pas comme si les racines allaient simplement vers le bas, verticalement. Donc vous savez, elles bénéficient vraiment d'un bon espace. Et vous savez, dans le cas de ce tipi au bout de la plate-bande, les plantes s'enracinent sûrement dans le passage juste à côté. Le jardinage sans labour permet de garder des allées propres avec du paillis de copeaux de bois, ce qui nourrit le sol et limite les mauvaises herbes. Les allées sont des sols vivants, dynamiques et riches en humidité. Comme hier après-midi, nous avons eu 8 mm, soit 1/3 de pouce de pluie. Et oh là là, celle-ci adore ça, c'est certain. Et tout cela tombait aussi bien sur le chemin que sur le parterre. Et celles-ci vont envoyer des racines opportunistes dans le chemin pour trouver cette nouvelle humidité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les plates-bandes ouvertes sont vraiment très utiles. Vous pouvez toujours faire des plates-bandes surélevées, bien sûr, mais vous savez, toutes ces différentes options donnent des résultats légèrement différents ou variables. Oui, quand nous reviendrons, les feuilles ne seront plus aussi luxuriantes. En ce moment, c'est le plus beau, avec toutes ces fleurs et de nombreux insectes. Excellente plante à cultiver en été, et bonne pour les insectes parce que les fleurs de printemps sont terminées et il n'y a pas tant de plantes qui fleurissent en plein été. Celles-ci, assurément, le font. Je pourrais simplement ajouter qu'en arrosant, il m'arrive souvent de prendre mon couteau et de couper certaines de celles-ci. Des pousses latérales qui sortent, qui ne vont pas vraiment servir à grand-chose et qui risquent plutôt de gêner un peu, et il y en a aussi à la base. Et peut-être plus que tout, celle-ci ici en haut. Donc, c'est le sommet de la plante. Elle n'a plus de tuteur pour pousser plus haut. Je pense qu'elle pousserait assez haut si on les laissait faire, et il y a déjà assez de haricots sur la plante maintenant, donc je les attrape simplement et je les taille. Parce qu'on arrive à la fin de l'été où on ne veut plus vraiment le faire. On ne cherche plus tellement à encourager la croissance de nouvelles tiges et de nouvelles feuilles et permettre à la plante de consolider ce qui est déjà là et de transformer ses gousses en de magnifiques haricots secs. Nous sommes à la mi-août et lors d'un été chaud, on commence à voir de beaux résultats. Il y a beaucoup de gousses ici. C'est très bien. Si vous vouliez des gousses vertes, les voici. Mais pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, la récolte que je veux, se trouve plus bas à ce stade, parce qu'elles mûrissent par le bas. Et en descendant, on voit des gousses plus grosses comme celle-ci. Si vous vouliez des gousses à manger, là c'est déjà allé trop loin, c'est assez filandreux, mais les grains gonflent à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 beaux gros grains.
Et puis les gousses jaunissent, ce qui indique que les grains mûrissent davantage. Vous pouvez en voir une là-dedans, par exemple, d'un jaune assez vif. Et ce n'est toujours pas prêt parce que les grains doivent encore sécher davantage. Et puis, ce que nous commençons à voir maintenant, ce qui est en fait plus tôt que d'habitude, ce sont des gousses comme celle-ci, dont les grains sont presque complètement secs à l'intérieur. Ils ne sont pas totalement secs, mais ont beaucoup rétréci. Donc, en séchant, ils deviennent de cette taille, alors qu'ils faisaient probablement plus du double de cette taille lorsqu'ils étaient humides. Et si vous avez assez de beau temps pour qu'ils puissent sécher sur la plante comme ça, c'est fantastique parce que ça facilite la suite. Je les écosse, je les mets sur un plateau dans une pièce ensoleillée en hiver, peut-être quelques jours, et ensuite ils deviennent vraiment durs, croquants, secs, et ils peuvent aller dans un bocal pour être conservés aussi longtemps que vous le souhaitez. Je les ai même gardés pendant 2 ans, et ils sont encore bons à manger. Ils peuvent aussi servir de semences. C'est vraiment un bonus. Celles-ci proviennent de graines que je conserve depuis des années. L'important, c'est que je ne cultive aucune autre variété d'haricots d'Espagne parce qu'elles se croiseraient entre elles. C'est une contrainte. On ne pourrait sans doute pas faire ça dans des jardins ouvriers britanniques classiques où poussent de nombreuses variétés d'haricots d'Espagne. On pourrait faire la même chose, mais on n'aurait pas le résultat particulier que j'obtiens avec ces haricots blancs. Ont tout simplement une saveur incroyable. Ils ont presque une texture beurrée. Donc, en jetant juste un rapide coup d'œil, au début, on pense qu'il n'y a pas grand-chose ici. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il y en a pas mal. Et ceux-ci, au début, ont besoin de soins et d'attention parce qu'ils sont directement sur le sol et commencent à moisir si on les laisse trop longtemps une fois qu'ils ont séché sur la plante. Nous allons nous occuper de ces plantes aujourd'hui, les fouiller pour retirer ces gousses et en sortir les haricots. Et comme le mois d'août a été sec ici jusqu'à présent, elles sont en bon état. Mais lors d'un été pluvieux, il peut arriver que celles du bas, qui reposent sur le sol, moisissent un peu avant que vous ne les récoltiez. Et parfois, on en perd quelques-unes comme ça, mais au fil du temps, on a potentiellement une récolte vraiment importante ici. Si vous imaginez toutes ces gousses en train de gonfler une dernière fois et de sécher, et même si les haricots paraissent petits, ça représente beaucoup à manger. Je suis toujours étonné de voir à quel point quelques haricots suffisent à nourrir et à rassasier. Nous arrosons, donc comme il n'a pas beaucoup plu, 3 ou 4 minutes par tipi, peut-être tous les 5 jours environ, parce que regardez toute la surface foliaire qu'on a ici pour une surface de sol pourtant assez réduite. Et nous voulons que toutes ces feuilles fonctionnent au maximum, c'est pourquoi l'arrosage en vaut vraiment la peine. Parfois, on dit que quand les gens voient, par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez cela, parfois les fleurs ne prennent pas, les gens se demandent si c'est un problème de pollinisation. En fait, c'est presque certainement l'eau. S'il n'y a pas assez d'eau disponible pour les racines ne produiront tout simplement pas de fruits. Elles ne peuvent pas. Les plantes savent en quelque sorte que ça ne sert à rien. Ensuite, vous donnez de l'eau et vous remarquez soudainement que vos fleurs prennent et se transforment en petites gousses. Donc, à la mi-août, celles-ci ont tout juste le temps d'arriver à maturité avant qu'on soit vraiment à court de temps début octobre. Donc, elles ont juste assez de temps pour y arriver. Mais au-delà de ça, vous savez, vous pourriez passer et enlever, pincer toutes les fleurs comme ça. Moi, je ne le fais jamais. Je veux dire, c'est encore un travail pour lequel on n'a pas le temps. Elles vont se réguler toutes seules, mais je pense que ça en vaut la peine. Je crois que j'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente, en fait, mais c'est juste pour tailler un peu l'excès de végétation. Et comme vous pouvez le voir, on est plutôt à jour là-dessus, en fait. C'est surtout ce qui sort par le haut, parce qu'en haut, c'est là que la plupart des nouvelles fleurs et les nouvelles pousses se trouvent. Et d'ici peu, les plantes vont arrêter de fleurir. Et vous verrez, elles veulent vraiment produire leurs graines pour l'année prochaine.